Oui, alors je vais vous parler ce soir d'une enquête que j'ai menée sur le groupe bancaire Crédit Agricole et plus généralement sur le fonctionnement des sociétés coopératives dans le cadre de notre système économique capitaliste. C'est une enquête qui commence dans les années 95 sur un crash qui se passe sur la place de Genève. Crash d'une société qui s'appelle la Sacea Holding, c'est Société Anonyme d'Exploitation Agricole. C'est une société qui appartient essentiellement au Vatican et au Crédit Suisse. Dans ce crash boursier, il y a 40 banques qui sont impliquées, dont plusieurs banques françaises, principalement le Crédit Lyonnais, mais je trouve aussi lors de mon enquête à Genève d'autres banques, principalement la Société Générale et le Crédit Agricole. Donc je m'interroge sur le fait de savoir pourquoi aucune de ces banques ne dépose de plainte malgré le préjudice subi qui porte sur plusieurs dizaines de millions d'euros de l'époque. En continuant mon enquête, après le Crédit Lyonnais, je m'intéresse donc au fonctionnement du Crédit Agricole. Pour faire cette enquête, je me fais bien évidemment sociétaire du Crédit Agricole, c'est-à-dire que j'emprunte au Crédit Agricole, et j'essaye de voir de l'intérieur comment fonctionne le Crédit Agricole. Je m'intéresse également à la forme juridique du Crédit Agricole, dont les caisses locales à l'époque, les caisses régionales et la caisse nationale sont des sociétés coopératives. La caisse nationale étant une société mixte, un établissement public d'intérêt commercial, un EPIC à l'époque. Et le principe qui retient mon attention, c'est surtout celui des statuts des sociétés coopératives qui font que les sociétaires des caisses locales et des caisses régionales sont propriétaires non seulement du capital de leur caisse locale et de leur caisse régionale, mais qu'ils ont également le pouvoir d'intervention et de décision quant à l'utilisation des fonds de ces banques coopératives locales et régionales de Crédit Agricole. Or, dans les faits, je constate qu'il en va tout autrement, notamment avec la préparation qui se fait avec le ministre des Finances de l'époque, qui est M. Laurent Fabius, la préparation de la privatisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole et sa transformation en société capitaliste, en société commerciale, c'est-à-dire Crédit Agricole, société anonyme, plus connue sous le nom de CASA. Ne pas confondre CASA avec Casa Nostra. Comme vous allez le voir par la suite, il peut y avoir confusion. L'opération de privatisation porte sur plus d'1 milliard d'euros, plus de 7 milliards de francs, et il s'agit principalement de réaliser cette opération en distribuant des actions aux caisses régionales de Crédit Agricole qui deviendront ainsi les actionnaires de Crédit Agricole Société Anonyme, la nouvelle société privée, en échange de quoi les caisses régionales de Crédit Agricole apporteront leurs capitaux dans la constitution de la nouvelle société commerciale Crédit Agricole Société Anonyme. Le problème étant que quand on s'intéresse au fonctionnement du Crédit Agricole comme société coopérative, les caisses régionales sont des sociétés coopératives donc, qui sont normalement placées et régies selon les statuts de la coopération. Alors les statuts de la coopération, c'est quelque chose qu'il faut remonter aux années 1870-1900, qui se sont affinés avec le temps et qui font l'objet d'une déclaration de fonctionnement des sociétés coopératives sur l'identité des sociétés coopératives qui touchent toutes les coopératives, pas seulement les banques, mais tous les secteurs de l'économie, le logement, les transports, la pêche, etc., où vous avez un tas de sociétés coopératives qui existent. Pour vous donner un exemple, pour vous donner quelques chiffres sur l'importance des sociétés coopératives en France, en 2005, nous avons 21 000 entreprises, sociétés coopératives dans tous les secteurs de l'économie, qui travaillent dans la durée avec 700 000 salariés et qui représentent à l'époque près de 106 milliards d'euros, 690 milliards de francs de l'époque, de chiffre d'affaires. En Europe, ce sont 288 000 entreprises qui sont présentes dans la quasi-totalité des pays et qui drainent pas moins de 5 millions d'emplois, tandis qu'au niveau mondial, 3 milliards de personnes, soit la moitié de la population à l'époque, dépendent d'elles. Donc c'est dire l'importance des sociétés coopératives dans la vie économique française.
Pour autant, bon, quand je rencontre mes confrères de la presse, les sociétés coopératives sont considérées comme des sociétés. Du reste, ils ne savent pas trop ce que sont des sociétés coopératives. Ils ont l'habitude de travailler dans la presse économique française sur des sociétés commerciales, capitalistes, par action. Pour eux, les sociétés coopératives, ça date des années 1870-1900, sont des sociétés qui sont plus ou moins appelées à disparaître, dont les formes ne correspondraient pas à l'évolution de l'économie moderne, etc., etc. En réalité, les sociétés coopératives sont très innovantes, modernes, mais ce qui apparaît surtout, c'est qu'il y a en France, notamment dans le secteur bancaire, il y a plusieurs banques qui ont le statut de société coopérative, notamment il y a le groupe Crédit Agricole, mais il y a également le groupe Crédit Mutuel, il y a la Banque Populaire, le Crédit Coopératif, etc. et d'autres banques qui normalement doivent être régies par les principes de la coopération. Alors ces principes de la coopération, ils sont déposés à l'Union internationale de l'Alliance coopérative internationale. Je ne vais pas vous donner les principes, je les publie dans Pourquoi la crise, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 7 principes principaux. Le deuxième principe est important, il s'intitule « Pouvoir démocratique exercé par les membres ». Je cite, « Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décision. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu de la règle « un membre, une voix » et non pas comme dans les sociétés capitalistes, autant de voix que l'on a d'actions. Et ces coopératives, les coopératives d'autres niveaux, sont aussi organisées de manière démocratique. Le troisième principe, et je m'arrêterai là, il y en a d'autres après, concerne la participation économique des membres. Les membres contribuent de manière équitable au capital de leur coopérative et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée au capital souscrit comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs suivants: développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de réserve, dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien à d'autres activités approuvées par les membres. C'est-à-dire que dans les caisses locales et dans les caisses régionales de Crédit Agricole, pour prendre l'exemple qui nous intéresse, à savoir celui de ce groupe bancaire, ce sont normalement les sociétaires de ces caisses locales et régionales qui ont le pouvoir de décision en fin d'exercice, de savoir comment on utilise les bénéfices de la coopérative, quelle part va aller par exemple au soutien à des projets locaux pour le développement de très petites entreprises ou de PME, quelle part va aller au développement même de la coopérative, s'il faut embaucher du personnel, s'il faut moderniser le système informatique, et ce qui va rester après, quand on aura utilisé ces excédents, ça s'appelle la ristourne, et donc on va diviser la ristourne par le nombre de sociétaires qui ont fait travailler la coopérative. Vous êtes sociétaire, par exemple, vous empruntez un emprunt de 5 000, 10 000 ou 20 000 ou 200 000 euros pour une activité ou pour une autre, pour rénover une maison, pour acheter une automobile. Vous faites travailler la coopérative. Les intérêts que vous générez par l'emprunt que vous faites apportent des fonds financiers à la coopérative. Et en fin d'exercice, comme sociétaire, vous avez le droit d'intervention et de décision par le vote. En fonction, chaque membre a ce pouvoir d'intervention pour dire que va-t-on faire, comment va-t-on utiliser les bénéfices et le chiffre d'affaires qui a été réalisé par la coopérative. Là, il n'en est rien. On assiste à une privatisation où l'on va distribuer des actions donc, de la Caisse nationale Crédit Agricole Société Anonyme, principalement aux caisses régionales qui vont apporter leurs capitaux. Y a-t-il eu concertation dans les caisses locales et dans les caisses régionales des sociétaires qui sont propriétaires de ces coopératives locales et régionales de banque? En aucune manière. C'est-à-dire que l'argent qui appartient aux sociétaires, aux 5 700 000 propriétaires des capitaux des caisses locales et régionales de l'époque, va être détourné au profit d'un organisme qui est devenu privé, qui s'appelle Crédit Agricole Société Anonyme. Il n'y aura aucune réunion de ces sociétaires en fin de mandat pour voter la participation ou non de l'utilisation du fruit du travail avec leurs caisses locales et leurs caisses régionales pour l'investissement, par exemple, dans Crédit Agricole Société Anonyme.
La chose sera différente au sein du Crédit Mutuel, puisque le groupe Crédit Mutuel, quand il a décidé de créer une structure pour lever des capitaux en bourse, consultera ses sociétaires en les convoquant. Et quand j'interviewerai le président Étienne Fimelin, qui à l'époque est président du groupe Crédit Mutuel, il m'expliquera que lors de ce vote, des sociétés, des caisses locales de Crédit Mutuel n'ont pas été d'accord pour participer à cette initiative en bourse, à cette introduction en bourse. Et bon, à partir du moment où ils n'ont pas voulu s'engager dans cette opération de bourse, ils ont préféré préserver leurs capitaux de caisses locales pour l'utiliser sur le plan local, pour les entreprises, pour l'emploi, pour diverses activités. Donc ils ne toucheront pas, ils n'auront pas en retour, puisqu'ils n'ont pas l'action du groupe qui est en bourse, ils n'auront pas en retour les profits, une partie des profits qui seront réalisés par le groupe Crédit, par les caisses locales et de Crédit Mutuel qui auront décidé, elles, d'aller en bourse. Donc ça, c'est dans cet autre ouvrage. Alors je fais 3 ouvrages qui se suivent en 2001, 2005 et 2009. Le premier ouvrage en 2001 qui s'appelle Le Crédit Agricole hors la loi. Malheureusement, je n'ai plus d'ouvrage aujourd'hui, vous pouvez peut-être encore le trouver par Internet, s'intéressera principalement à cette opération de formation, de constitution du Crédit Agricole Société Anonyme. Alors, je vais m'y intéresser, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'opération de privatisation se réalise sans consultation des propriétaires du capital. C'est-à-dire que l'on détourne le capital qui appartient aux 5 700 000 salariés au profit d'un organisme privé, Crédit Agricole Société Anonyme. Le Code monétaire et financier définit très précisément le fonctionnement des sociétés capitalistes, commerciales, définies comme commerciales, et le fonctionnement des sociétés coopératives. Ce sont deux choses complètement différentes. Dans un cadre, vous avez des actionnaires qui sont porteurs d'actions et qui ont autant de voix qu'ils ont d'actions. Dans l'autre cas, les sociétés coopératives, vous avez des sociétaires qui sont propriétaires de parts sociales, et le vote se fait en fonction de ce que pense chaque porteur de parts, c'est-à-dire un homme égale une voix. Ce premier ouvrage, Crédit Agricole hors la loi, donc, que je publie 15 jours avant l'entrée en bourse du groupe, sera interdit suite à une décision de justice à la diffusion. Alors le Crédit Agricole ne va pas s'en prendre à moi, parce qu'ils savent que je publie à la fin de l'ouvrage, je fais la démonstration du détournement de ces capitaux. Ils vont s'adresser, par un référé, ils vont faire citer l'éditeur en justice, et l'éditeur obtiendra un jugement qui est assez remarquable et qui fera date dans les annales françaises, puisque par ce jugement, je vais devenir le journaliste le plus cher de France. Je m'explique. Ce jugement, la Cour écrit noir sur blanc qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'ouvrage en raison de sa non-parution, mais que quel que soit son contenu, il faut l'interdire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et elle condamne l'éditeur à 500 000 francs d'amende par ouvrage qui serait diffusé, et à 500 000 francs d'amende par publicité qui serait faite avant l'entrée en bourse du groupe Crédit Agricole Société Anonyme. Donc c'est un encouragement évidemment à persévérer pour savoir ce qui se passe quand même au sein de ce Crédit Agricole. Alors je passe sur les détails où j'apprendrai plus tard que l'éditeur a été, disons, quelque peu sollicité. À l'époque, il s'agit des éditions Carnot, et l'éditeur ne sera plus très dynamique dans la diffusion de Crédit Agricole. Alors cela, du livre Crédit Agricole hors la loi. Alors cela va lui poser des problèmes, puisque le fait d'interdire l'ouvrage à sa diffusion en librairie, au moment de sa parution, va provoquer un intérêt de la presse, un intérêt inattendu. C'est-à-dire que la presse plusieurs articles vont paraître dans l'Humanité, Libération, l'Express, Le Point, différents journaux, pour condamner, pour s'élever contre la non-parution, contre la censure pratiquement, pour que le fait que le Crédit Agricole hors la loi soit reporté de diffusion. Par contre, aucun journaliste ne va traiter de la question de fond. Comment fonctionnent les sociétés coopératives? Qu'en est-il réellement de cette opération d'introduction en bourse du Crédit Agricole? Et quelle est la différence aussi avec les sociétés, les banques traditionnelles, capitalistes, comme la Société Générale ou la BNP? Donc je continue mon enquête, et je vais faire paraître en 2005 un deuxième ouvrage
qui s'appellera Les démons du Crédit Agricole, où je vais aller plus à fond dans le montage qui a été organisé par le ministère des Finances sous la direction de Laurent Fabius avec les dirigeants du Crédit Agricole, et aussi comment va s'opérer le lobbying du Crédit Agricole auprès des parlementaires français, de manière à obtenir des lois qui favorisent le détournement des capitaux qui appartiennent aux 5 700 000 sociétaires de l'époque. Alors il y a tout un lobbying qui se met en place, c'est d'autant plus facile que le Crédit Agricole est la banque qui compte le plus d'élus dans ces structures, dans les caisses locales et dans les caisses régionales évidemment. Caisses régionales qui, soit dit en passant, sont dirigées par un président qui normalement est élu par le conseil d'administration, mais le véritable véritable administrateur, celui qui est responsable du fonctionnement des caisses régionales, c'est le directeur qui lui est nommé par Paris. Le président souvent a un peu un rôle de potiche régional, local, c'est quelqu'un de connu, il rencontre régulièrement les dirigeants des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, sous les lustres de la préfecture, etc., avec la sous-préfète. C'est un peu comme dans la chanson de Jacques Brel. Donc on a là des gens qui se connaissent un peu entre eux. Et puis il y a un clan des Savoyards. À l'époque, c'est M. René Caron qui est président de Crédit Agricole Société Anonyme, mais il y a M. Hervé Guémard qui est ministre de l'Agriculture. Il y a un tas d'autres ministres et de présidents de conseils généraux qui sont aussi présents dans ces structures et qui vont favoriser différents articles de loi ou même des décrets. Par exemple, il y a un article qui va paraître au bulletin des annonces légales officielles, qui s'appelle le BALO, qui dit que les résultats d'exercice des caisses régionales de Crédit Agricole seront automatiquement transmis à Crédit Agricole Société Anonyme. Alors c'est un article assez remarquable parce que cet article de loi, il écrit noir sur blanc que les dirigeants du Crédit Agricole bafouent les principes de gestion des sociétés coopératives des caisses régionales de Crédit Agricole, puisque ces caisses régionales de Crédit Agricole, leur capital, il appartient aux sociétaires. C'est donc aux sociétaires de ces caisses régionales de Crédit Agricole de décider si oui ou non ils sont d'accord pour que cet argent aille à la privatisation de la tête de leur groupe qui s'appelle Crédit Agricole Société Anonyme et que cet argent permette une opération de bourse. Il n'en sera rien. Alors, comme il n'en est rien, je m'intéresse bien évidemment au fonctionnement des sociétés coopératives et j'interviewe, impossible évidemment d'obtenir des interviews de dirigeants du Crédit Agricole. Du reste, ils m'enverront un de leurs avocats pour me dire qu'ils suivent attentivement mon travail d'enquête, sur quoi je vais le rassurer, et je lui enverrai gracieusement un exemplaire du livre qui va paraître en 2005, afin qu'il sache bien que mes propos sont soutenus par les preuves que j'apporte en fin du livre. Dans le cadre de cette enquête d'investigation, j'interviewe le président du mouvement des Caisses des Jardins. Le mouvement des Caisses des Jardins, c'est l'un des plus importants groupes bancaires du Canada, qui est une société coopérative qui fonctionne sur les mêmes principes de la coopération et des sociétés coopératives dont je vous ai donné brièvement lecture. Principe de l'Alliance coopérative internationale que je produis en annexe dans Pourquoi la crise. Et je compare dans cet ouvrage le fonctionnement du mouvement des Caisses des Jardins et le fonctionnement du groupe bancaire Crédit Agricole. C'est-à-dire que dans le cadre du mouvement des Caisses des Jardins au Canada, vous avez par exemple des centaines de sociétaires qui assistent à leurs réunions régionales. Vous avez des sociétaires qui prennent part au vote et au débat sur l'utilisation des capitaux de leur caisse régionale. Va-t-on utiliser telle partie de capitaux, par exemple, pour implanter des fruits rouges dans telle région, pour soutenir telle entreprise agricole qui est un peu en difficulté, ou pourquoi pas participer aussi avec d'autres acteurs économiques au développement d'un centre recherche. Voilà quels sont les enjeux et les débats qu'il y a au sein du mouvement des Caisses des Jardins. Ces débats n'existent pas en France dans les caisses locales de Crédit Agricole et dans les caisses régionales de Crédit Agricole. Quand je me fais sociétaire du Crédit Agricole, je pose la question, mais qu'est-ce que c'est cette réunion? Je fais l'innocent, bien sûr. Quelle est donc cette réunion qui a lieu en fin d'année? Oh, me répond l'employé à laquelle j'ai affaire, on fait un petit pot entre clients du Crédit Agricole à la fin de l'année, c'est un petit moment fraternel entre nous pour tisser des liens, c'est l'occasion de se rencontrer, on fait la fête.
Va-t-on discuter, va-t-on à cette réunion et à cette assemblée de caisse locale discuter de l'utilisation des bénéfices? Va-t-on discuter de l'introduction en bourse? En aucune manière. On va discuter de manière générale. Va-t-on par exemple distribuer la ristourne qui va rester, c'est le capital qui reste quand on a décidé de l'attribution des excédents qui vont permettre, comme je vous dis, de développer la coopérative, la banque coopérative. Va-t-on savoir si on va soutenir telle entreprise ou autre? Non, en aucune manière. C'est un peu une assemblée de notables qui décide de l'élection de ses membres sans aucune décision, par exemple sur la répartition de la ristourne qui reste quand on a réparti cet excédent. La ristourne, il faut savoir, ce sont plusieurs millions d'euros qui sont de dollars canadiens qui sont distribués aux membres des sociétés coopératives des caisses des jardins. Au point que la transparence de gestion est telle à l'époque, en 2009, dans le mouvement des caisses de jardin, qu'après chaque assemblée, il y a un compte-rendu qui non seulement est remis à tous les sociétaires, mais qui est affiché et publié dans chaque caisse locale du mouvement, chaque caisse régionale du mouvement des caisses des jardins, mais également vous avez sur certaines caisses du mouvement des caisses des jardins, des banderoles qui affichent le nombre, cette année, nos sociétaires ont perçu une ristourne de tant de millions de dollars canadiens qui a été réparti entre les membres, etc. Ça n'existe pas en France, pour la simple et bonne raison, c'est que depuis la libération, depuis 1945, le Crédit Agricole, les caisses locales de Crédit Agricole et les caisses régionales de Crédit Agricole n'ont jamais distribué 1 euro de ristourne à l'ensemble de leurs sociétaires. Et donc, si vous voulez, cette comparaison est intéressante puisqu'elle permet de faire la distinction d'une part entre le fonctionnement des sociétés commerciales, sociétés capitalistes, et le fonctionnement des sociétés coopératives. Et c'est très intéressant parce que les sociétés, ça montre, je pense que ce travail contribue à montrer comment le fonctionnement, les principes de gestion des sociétés coopératives qui introduisent la démocratie dans l'entreprise sont détournés par des dirigeants qui sont liés au cercle capitaliste. Il faut savoir que le Crédit Agricole, société anonyme, est l'une des banques françaises qui a le plus d'implantation dans les places offshore, qu'on appelle souvent paradis fiscaux, qui sont des places qui échappent à toute réglementation bancaire. Donc ça permet aussi de voir comment se fait le lobbying entre la partie politique et les dirigeants qui sont plus liés au cercle financier, de manière à ce que attirer, si vous voulez, les capitaux qui sont issus de l'activité de la banque, de tous ces sociétaires, de ces millions de sociétaires, vers des opérations d'investissement qui échappent forcément à tous les sociétaires, puisque dans les places offshore, ce sont bien évidemment des produits financiers spécifiques qui sont compliqués au point, que seuls connaissent vraiment le fonctionnement, ceux qui les mettent au point et qui les adossent parfois même certaines opérations, des opérations délictueuses qui sont parfois accolées à des opérations commerciales qui sont réelles. Alors là, je découvre un tas de choses. Je veux dire, quand je m'intéresse à cet aspect de la financiarisation du groupe Crédit Agricole, je trouve des choses remarquables. Vous savez que le Crédit Agricole est une des banques, comme d'autres banques du reste, dont les nombreuses opérations de corruption se sont réalisées non seulement dans les paradis fiscaux, mais dans les territoires périphériques de la République, c'est-à-dire la Corse, la Réunion, puis la Guadeloupe. Alors pourquoi parce qu'on est plus loin de Paris, on est loin de la métropole, et qui va aller vérifier, n'est-ce pas, par exemple, la réalité de l'activité économique de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Guadeloupe, dont personne en France n'a à se soucier. Je veux dire, si ce ne sont les dirigeants du Crédit Agricole qui, bien évidemment, vérifient le fonctionnement de leur caisse régionale. Mais quel sociétaire va se soucier de savoir de ce qui se passe à la Caisse régionale de Guadeloupe et pour quelles raisons? De même qu'en Corse, on a trouvé des réseaux mafieux qui étaient liés à la Chambre d'agriculture et à la Caisse régionale de Crédit Agricole, qui se servaient, qui s'attribuaient des prix, etc. Je vais trouver à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Guadeloupe des choses formidables. Par exemple, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Guadeloupe vend des immeubles qui ne lui appartiennent pas. Alors c'est assez remarquable parce que ce sont des hôtels et je tombe dans le cadre de mes recherches sur un conseil d'administration. Je donne du reste dans les démons du Crédit Agricole je donne non seulement le compte-rendu de ce conseil d'administration où vous avez plusieurs hôtels qui figurent avec des sommes en euros et je me dis tiens c'est curieux pour un hôtel
où c'est cher, où c'est pas trop cher, c'est en Guadeloupe. J'appelle donc l'office du tourisme en voulant réserver une chambre à l'un de ces hôtels, et la personne à l'office du tourisme me dit, écoutez, excusez-moi, mais vous devez faire erreur, on n'a pas cet hôtel sur notre liste. Alors donc je donne le deuxième hôtel en disant, bah, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Alors, mais là, cet hôtel-là, est-ce que savez-vous s'il y a des chambres encore disponibles? Si vous n'avez pas le premier, peut-être que là, c'est pour un séjour d'une semaine. Et la fille cherche, ça attend 10 minutes. Puis elle me dit, non, écoutez, elle a cru que je lui faisais une blague, parce que ce deuxième hôtel n'existe pas non plus. Et alors sur place, donc je contacte un correspondant que j'ai sur place. Quand on est journaliste d'investigation, on est obligé d'avoir des contacts dans un tas de milieux associatifs, avec des anciens, même du groupe bancaire Crédit Agricole, qui ont beaucoup de choses à raconter, avec aussi dans les milieux de la brigade financière, tous ces gens qui travaillent et qui luttent contre la corruption. Et puis je demande à des contacts, est-ce que tu peux aller voir sur place? Je te donne les noms des hôtels et j'ai les numéros de parcelles de ces hôtels. Elle me dit, bon, pas de problème, je te rappelle. Et quand il me rappelle, à la place d'un hôtel, il y a une zone artisanale. À la place d'un autre hôtel, c'est une société HLM dans laquelle le Crédit Agricole n'est pas. Dans un troisième, c'est une résidence dont le Crédit Agricole n'est même pas présent dans la société civile immobilière qui en est propriétaire. Dans une autre, c'est une ruine carrément face à la mer. Alors je publie du reste ces photos, et malheureusement le Crédit Agricole, évidemment, en voyant ces photos, a pu voir que les numéros de parcelles correspondaient à une opération, disons, fictive, qui a servi très certainement à blanchir des capitaux. C'est-à-dire qu'on a vendu des immeubles qui n'existaient pas à quelqu'un, en échange de quoi on a fait rentrer ou sortir des capitaux de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Guadeloupe. Bon, mais ça, c'est un petit aspect, si vous voulez. Bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir que 15 jours après la publication du livre, Les démons du Crédit Agricole, il va y avoir un curieux cambriolage à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Guadeloupe. Et on va pirater quoi? Les cambrioleurs vont prendre les disques durs, tous les disques durs qui se trouvaient dans les ordinateurs et situés dans les locaux de la direction de la Caisse régionale. Bien évidemment, le Crédit Agricole a dû très certainement déposer plainte pour retrouver ces disques durs d'ordinateur. Donc ils ont quelques problèmes, des fois informatiques comme ça, qui surgissent. Communication? Oui, des problèmes de communication. Alors bon, ils ont quand même un service communication efficace, puisque le premier éditeur qui avait publié le Crédit Agricole hors la loi, j'ai appris plus tard qu'il avait été, disons, je dirais, sollicité par un responsable de la communication du groupe Crédit Agricole pour dire, écoutez, on peut peut-être trouver un arrangement. Et ce qui fait que le livre, qui en 15 jours avait été diffusé à 10 000 exemplaires, s'est retrouvé d'un seul coup dans les librairies. Et bien sûr, il n'est pas interdit, il n'est pas censuré. Non, non, il est présent en librairie. Il est dans le dernier rayon entre un article, un traité sur la physique nucléaire et un livre de cuisine qui date des années 80. Donc là, évidemment, pour trouver le Crédit Agricole hors la loi, le libraire ne sait pas s'il existe encore. Du reste, il a son compte au Crédit Agricole, le livre n'est plus en vitrine. Et d'autres, même directeurs de caisses régionales, vont faire acheter tous les livres qui se trouveront en librairie afin d'éviter qu'ils soient diffusés. Bon, je passe sur les conférences qui seront annulées brusquement par des libraires, mais c'est pas grave, le milieu paysan est parfois réactif. À Mont-de-Marsan, par exemple, j'avais à l'époque un débat qui était prévu, qui devait se tenir dans une grande librairie, et quand j'arrive, le débat est annulé. Alors les organisateurs des organisations agricoles me disent c'est pas grave, on va se récupérer autrement. Alors du coup, ils ont fait fonctionner le téléphone arabe, et au lieu d'avoir 50 à 60 personnes, je me suis retrouvé dans un restaurant où ils se retrouvent entre eux d'habitude au retour de la chasse ou autre, et du coup j'avais 300 personnes donc à un dîner-repas pour présenter le Crédit Agricole hors la loi et plus tard les démons du Crédit Agricole. Mais c'était, si vous voulez, une enquête difficile à mener, et c'est surtout avec pourquoi la crise après. Le premier traite surtout les démons du Crédit Agricole, de la suite de l'opération de privatisation, comment sont détournés les principes de gestion coopératif, et le deuxième compare plutôt pourquoi la crise, c'est-à-dire qu'à l'origine de cette crise capitaliste, le problème c'est le manque de démocratie dans les entreprises, principalement dans les grandes sociétés transnationales et dans tous ces grands groupes, essentiellement les entreprises du CAC 40. Où c'est le président avec ses hommes, les directeurs qui ont bien sûr l'oreille du président. Vous savez, plus vous montez dans les étages,
plus la moquette est épaisse et plus les bruits de couloir se font silencieux. Donc il y a une opacité de gestion et on assiste à des choses formidables où l'on voit aujourd'hui en France des commissaires aux comptes qui vont certifier des bilans comptables, c'est-à-dire s'engager personnellement sur les résultats d'un groupe bancaire qui a à l'intérieur de ces bilans d'exercice une multitude de filiales dans les paradis, dans des places offshore qui échappent à toute réglementation bancaire, dont les mêmes commissaires aux comptes, s'ils certifient les comptes sur la base capitalistique française, sur la société qui se trouve en France, ne peuvent en aucune manière certifier, et pour une raison bien simple, les comptes réels de la filiale qui se trouve dans une place offshore qui échappe à toute réglementation bancaire en raison de l'opacité des comptes quand on rentre dans ces places-là. Bon, vous l'avez vu avec différentes opérations qui touchent le Crédit Agricole en Grèce, en Russie du reste ailleurs, où quand mon livre a été interdit à publication en 2001, le premier, Crédit Agricole hors-la-Loire, j'avais beaucoup de mal. Bon, ils ont parlé de l'interdiction du livre, mais après les journalistes français n'ont pas été très motivés, très curieux pour parler justement de ce qui était intéressant. C'était la démocratie dans l'entreprise. Ces principes de gestion, qu'est-ce que c'est que ces sociétés coopératives? Est-ce que ce sont des sociétés qui appartiennent au passé ou au contraire, est-ce qu'il y a matière à chercher de nouvelles formes d'organisation d'entreprise? Et j'ai trouvé notamment des textes du révolutionnaire russe Lénine qui sont passionnants et où il explique comment il est important de développer, alors là nous sommes en 1919-1920, il est important de développer les sociétés coopératives car elles constituent justement, tout en maintenant l'aspect de l'intéressement à la production, elles constituent à développer la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire l'élévation du niveau de conscience des salariés de l'entreprise pour leur implication dans la prise de décision quant au fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a un tas de textes comme ça qui sont fabuleux, qui touchent la coopération, qui touchent la démocratie dans l'entreprise, ce à quoi je m'attaque dans Pourquoi la crise, en montrant comment fonctionnent les grandes entreprises capitalistes, les grandes transnationales du CAC 40, avec des témoignages de banquiers, de magistrats, comme Jean de Maillard qui a publié Un monde sans loi, avec d'anciens directeurs de banques comme Joël Bucher de la Société Générale, qui a suivi de grosses affaires à l'import-export, et bien d'autres que je cite à l'intérieur du livre, notamment Étienne Fimelin, qui à l'époque dirige le Crédit Mutuel, mais aussi le président du mouvement de la Caisse de Jardin, que j'interviewe, dont la banque, le siège de la banque se trouve au Canada, à Montréal. Et ce qui est intéressant dans Pourquoi la crise, c'est la comparaison justement entre... Parce qu'on dit souvent, les journalistes dans les médias français disent « Oh, mais la coopérative, la coopération, ça ne peut pas marcher dans un groupe à vocation internationale. » C'est faux. Le mouvement des Caisses des Jardins fait la démonstration du contraire. Et il y a eu, du reste en France, des gens comme M. François Guillaume, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, qui a carrément parlé, je le cite, en parlant de la privatisation de la Caisse nationale de crédit agricole, le dispositif imaginé est un hold-up au détriment des sociétaires. C'est-à-dire comment cet argent qui appartient aux sociétaires, qui vient du travail des sociétaires avec leur caisse locale et leur caisse régionale, a été détourné au profit d'une entité privée. Donc le démon du crédit agricole, c'est plutôt le mécanisme de la privatisation, l'influence du politique et des lobbies et puis des milieux financiers, des directeurs, des dirigeants du groupe. Et pourquoi la crise? C'est plutôt la comparaison justement de ces entreprises, du fonctionnement d'organisation et du fonctionnement de ces entreprises commerciales capitalistes du CAC 40 avec des sociétés de type coopératif où la démonstration est faite et peut être faite que le modèle coopératif peut fonctionner, y compris dans des très grandes entreprises, pas seulement dans des petites entreprises, dans petites entreprises locales ou agricoles. Il faut dire aussi que les journalistes français, pour la plupart, sont tellement peu curieux que pour eux, quand on parle mouvement coopératif ou que l'on parle société coopérative, ils pensent agriculture, en oubliant quand ils vont rentrer chez eux, dans leur appartement, peut-être que la société qui est propriétaire ou qui dirige le parc immobilier est une société coopérative. Il y a des sociétés coopératives dans tous les domaines, le transport, pas seulement la banque, je veux dire. Et ça fonctionne, elles fonctionnent très bien, elles génèrent des chiffres d'affaires, et surtout elles génèrent une autre possibilité, elles sous-tendent une autre possibilité d'organisation des entreprises. Avec plus de démocratie, avec la participation, c'est ça qui manque dans ce pays, si l'on en est là aujourd'hui, c'est que ce soit les élections régionales ou que ce soit l'entreprise, c'est l'éloignement de ceux qui font les richesses des pays de la capacité du pouvoir de décision. Voilà.
Donc voilà, je vais m'arrêter là, peut-être pour cet aspect du Crédit Agricole. Après, si vous avez des questions à poser, je suis bien évidemment à votre disposition. Mais si vous voulez, ce qui a sous-tendu ma démarche, au départ, c'était la question de Crédit Agricole, banque, société, coopérative, c'est-à-dire les dirigeants du Crédit Agricole sont coopératifs, entre guillemets, en province, avec les caisses locales et les caisses régionales, mais ces caisses ne fonctionnent pas vraiment en respectant les critères de gestion des sociétés coopératives, et ils sont capitalistes à Paris, parce qu'à Paris, bon, vous avez toutes les grandes entreprises, vous avez les fonds pensions anglo-saxons, et donc là, il y a une autre image de marque à présenter qui, pour eux, est celle de la marchandisation, de la financiarisation de l'économie. Là, ils ont besoin, pour concentrer le capital, c'est ce qu'ils ont fait, du reste, de cette image de marque, si je puis dire. Voilà.